Par une douce soirée d'automne, alors que les derniers rayons du soleil caressaient les toits de Lyon, Céline Dubois rentrait chez elle après une longue journée de travail. Le chemin qu'elle empruntait traversait la campagne environnante, offrant un spectacle paisible de champs dorés et de vignobles à perte de vue. La jeune femme de 28 ans appréciait particulièrement ce moment de transition entre sa vie professionnelle et personnelle, où elle pouvait laisser ses pensées vagabonder au rythme des virages. Ce soir-là, cependant, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Au bord de la route, un minuscule mouvement la fit ralentir instinctivement. Son cœur se serra lorsqu'elle aperçut une forme grise, à peine plus grande qu'une souris, qui se débattait faiblement dans l'herbe. Sans hésitation, Céline arrêta sa voiture et descendit pour examiner de plus près cette créature en détresse. En s'approchant, elle découvrit qu'il s'agissait d'un chaton, si petit que ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Sa fourrure grise était collée à son corps frêle, et sa respiration était si faible que Céline dut se pencher tout près pour s'assurer qu'il était encore en vie. « Comment as-tu atterri ici, petit ange ?» murmura-t-elle en retirant délicatement son écharpe pour y envelopper le chaton. De retour chez elle, dans sa maison héritée de sa grand-tante située dans un quartier tranquille de Lyon, Céline installa le chaton dans une boîte rembourrée près du radiateur. Elle passa la soirée à rechercher sur Internet les soins nécessaires pour un chaton nouveau-né et se précipita à la pharmacie de garde pour acheter le matériel nécessaire, biberon, les maternisés, et tout ce dont elle aurait besoin pour prendre soin de ce petit être. Les jours qui suivirent prirent un rythme nouveau pour Céline. Toutes les 2 heures, même la nuit, elle se levait pour nourrir le chaton qu'elle avait nommé Bruno. Ses collègues à l'agence de communication où elle travaillait la taquinaient sur ses petits yeux fatigués, mais Céline s'en moquait. Elle avait trouvé dans ses soins une mission qui donnait un nouveau sens à sa vie. Bruno se révéla être un battant. Jour après jour, il reprenait des forces, et bientôt ses yeux s'ouvrirent sur le monde. Céline fut surprise de constater leur couleur, un bleu profond comme l'océan. Mais ce qui la frappa le plus, c'était l'intensité de son regard. Parfois, quand Bruno la fixait, elle avait l'étrange sensation qu'il comprenait chacune de ses paroles, chacun de ses gestes. La maison, qui lui avait toujours paru un peu trop grande et silencieuse depuis qu'elle y vivait seule, s'anima d'une présence réconfortante. Bruno grandissait à vue d'œil, développant une personnalité affectueuse mais mystérieuse. Il suivait Céline partout, comme une ombre protectrice, s'arrêtant parfois pour observer longuement certains recoins de la maison, particulièrement le grand miroir ancien qui trônait dans le couloir du premier étage. Ce que Céline ignorait encore, c'est que ce petit être qu'elle avait sauvé allait bouleverser sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Car Bruno n'était pas un chat ordinaire, et leur rencontre n'était pas le fruit du hasard. Les secrets de sa vieille maison lyonnaise commençaient tout juste à s'éveiller, comme les premiers chapitres d'une histoire extraordinaire qui ne faisait que commencer. Les semaines passèrent, et avec elles, Bruno commença à manifester des changements surprenants. Sa fourrure, initialement d'un gris clair comme la brume matinale, s'assombrissait progressivement. Céline remarqua d'abord de petites taches plus foncées apparaissant ici et là, comme des ombres dansant sur son pelage. Puis, graduellement, sa robe devint presque entièrement noire, à l'exception d'une petite tache blanche en forme d'étoile sur sa poitrine. Mais ce n'était pas la seule transformation qui intriguait Céline. Les yeux de Bruno, autrefois d'un bleu océan, viraient lentement vers un vert émeraude d'une intensité hypnotique. Ces changements auraient pu paraître naturels pour un chaton en pleine croissance, mais quelque chose dans leur nature progressive et systématique éveillait la curiosité de la jeune femme. Un soir, alors qu'elle travaillait tard sur un projet important, Céline remarqua que Bruno fixait intensément le grand miroir du couloir. Il se tenait immobile, la queue droite et les oreilles dressées, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne pouvait percevoir. Lorsqu'elle s'approcha pour le caresser, il recula brusquement, sans quitter le miroir des yeux. À partir de ce moment, il commença à éviter systématiquement de passer devant cette glace ancienne, préférant faire de grands détours pour se rendre d'une pièce à l'autre. Les nuits apportèrent leur lot de mystères supplémentaires. Céline fut réveillée plusieurs fois par des bruits étranges provenant du rez-de-chaussée. En descendant pour vérifier, elle trouvait invariablement Bruno assis au milieu du salon, parfaitement immobile, ses yeux verts brillant dans l'obscurité. Plus troublant encore, ses pattes étaient souvent couvertes de terre, comme s'il avait creusé quelque part, bien qu'il n'ait théoriquement aucun accès à l'extérieur pendant la nuit. Un matin, en préparant son café, Céline surprit Bruno en train d'examiner attentivement les vieilles boiseries qui ornaient les murs du salon. Il grattait délicatement le bois avec sa patte, s'arrêtant parfois pour pencher la tête sur le côté, comme s'il écoutait quelque chose. Intriguée,
Elle s'approcha et remarqua pour la première fois des symboles à peine visibles gravés dans le bois, des motifs qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. La relation entre Céline et Bruno dépassait largement celle d'une simple maîtresse et son chat. Il semblait anticiper ses humeurs, apparaissant à ses côtés au moment où elle se sentait triste ou anxieuse, posant sa tête sur ses genoux et la fixant de ses yeux désormais vers Émeraude. Dans ces moments-là, elle ressentait une chaleur réconfortante, comme si une présence bienveillante l'enveloppait. Les voisins commencèrent à faire des remarques sur la ressemblance troublante entre Bruno et un chat qu'ils avaient connu autrefois, mais leurs souvenirs semblaient flous, comme voilés par le temps. Madame Leblanc, une dame âgée vivant dans la maison d'en face, s'arrêta un jour pour observer Bruno qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre. Elle resta silencieuse un long moment avant de murmurer « C'est extraordinaire, on dirait le gardien ». Cette remarque énigmatique résonna dans l'esprit de Céline pendant des jours. Elle commença à noter dans un carnet tous les événements étranges liés à Bruno, sentant qu'ils formaient les pièces d'un puzzle plus grand qu'elle ne pouvait encore comprendre. Ce qu'elle ignorait, c'est que la clé de ce mystère allait bientôt se manifester d'une manière inattendue, bouleversant tout ce qu'elle croyait savoir sur son compagnon félin. Un matin pluvieux de novembre, alors que les feuilles mortes dansaient dans le vent lyonnais, Bruno fit une découverte qui allait changer le cours de leur histoire. Céline préparait son petit déjeuner quand elle entendit un miaulement insistant venant du salon. Elle trouva Bruno assis devant elle, tenant délicatement entre ses dents une vieille clé rouillée. L'objet semblait ancien, avec des motifs complexes gravés sur son anneau. « Qu'est-ce que tu as trouvé là, mon petit gardien » murmura Céline en prenant la clé. Le surnom lui était venu naturellement, influencé peut-être par les paroles énigmatiques de Madame Leblanc. Bruno la fixait de ses yeux verts, une lueur d'intelligence presque humaine dans le regard. Il se mit alors à marcher vers la bibliothèque, s'arrêtant pour vérifier si elle le suivait. La bibliothèque était une pièce imposante, héritée avec le reste de la maison. Les étagères en chêne massif montaient jusqu'au plafond, remplies de vieux livres dont la plupart n'avaient pas été ouverts depuis des années. Bruno s'arrêta devant une section particulière du mur, grattant légèrement la boiserie avec sa patte. Céline s'approcha, intriguée, et remarqua pour la première fois une légère irrégularité dans le bois. En examinant de plus près, elle découvrit une petite serrure habilement dissimulée dans les motifs sculptés. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle y inséra la clé trouvée par Bruno. Le mécanisme, bien que rouillé, céda dans un clic satisfaisant, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, une boîte en bois marquée des initiales « JM » contenait une collection de photographies jaunies par le temps. Les photos racontaient l'histoire de Jeanne Martin, l'ancienne propriétaire de la maison. Sur chaque cliché, elle apparaissait accompagnée d'un chat noir aux yeux verts, dont la ressemblance avec Bruno était saisissante. L'une des photos, datée de 1952, montrait Jeanne assise dans ce même salon, le chat noir perché sur le dossier de son fauteuil, le regard tourné vers l'objectif avec une intensité troublante. Parmi les photos, Céline trouva également des pages de journal intime. L'écriture élégante de Jeanne parlait d'un « protecteur fidèle » et de « secrets transmis à travers les âges ». Certains passages évoquaient des événements inexplicables, des présages et des coïncidences trop précises pour être fortuites. Bruno observait attentivement chaque document que Céline examinait, comme s'il connaissait déjà leur contenu. La dernière photo du lot montrait le grand miroir du couloir, celui-là même que Bruno évitait systématiquement. Dans le reflet, on distinguait clairement Jeanne, mais la silhouette du chat semblait floue, presque translucide. Au dos de la photo, une inscription à l'encre violette indiquait « Le miroir ne ment jamais, 1963 ». Cette découverte bouleversa Céline. Elle commença à regarder sa maison différemment, consciente que chaque recoin pouvait dissimuler d'autres secrets. Les comportements étranges de Bruno prenaient un nouveau sens, comme les pièces d'un puzzle qui commençaient enfin à s'assembler. Mais ce n'était que le début des révélations. Car dans les jours qui suivirent, d'autres signes allaient se manifester, guidant Céline vers une vérité encore plus extraordinaire. Bruno semblait plus présent que jamais, comme si la découverte du compartiment secret avait renforcé leur lien. Il la guidait à travers la maison, attirant son attention sur des détails qu'elle n'avait jamais remarqués, des symboles gravés dans les montants des portes, des motifs récurrents dans les boiseries, des marques discrètes qui semblaient former un langage oublié. La découverte du journal de Jeanne poussa Céline à mener une enquête plus approfondie. Madame Leblanc, sa voisine, se révéla être une source précieuse d'informations. Un après-midi, autour d'une tasse de thé parfumé à la bergamote, la vieille dame partagea ses souvenirs de Jeanne Martin. Jeanne n'était pas comme les autres, raconta Madame Leblanc, ses yeux brillants de nostalgie.
Elle tenait une petite boutique d'antiquités dans le Vieux-Lyon, au Miroir du Temps qu'elle s'appelait. Un endroit fascinant, rempli d'objets étranges et de vieux livres. Et il y avait toujours ce chat noir qui semblait monter la garde. Les gens disaient que c'était plus qu'un simple chat. Ces paroles résonnèrent profondément en Céline. Bruno, qui écoutait la conversation depuis le rebord de la fenêtre, semblait particulièrement attentif. Ses yeux verts passaient de Madame Leblanc à Céline, comme s'il approuvait chaque mot prononcé. Le lendemain, Céline décida de rechercher cette mystérieuse boutique. Elle découvrit que le bâtiment existait toujours, abandonné depuis des décennies dans une ruelle pavée du Vieux-Lyon. La devanture délabrée portait encore des traces du nom, au Miroir du Temps, et les vitres poussiéreuses laissaient entrevoir un intérieur figé dans le temps. La clé trouvée par Bruno semblait vibrer dans sa poche tandis qu'elle s'approchait de la boutique. À sa grande surprise, elle s'adapta parfaitement à la serrure de la porte arrière. L'intérieur était un capharnaüm de meubles anciens recouverts de drap jauni, d'étagères croulant sous le poids de grimoires poussiéreux et de vitrines remplies d'objets hétéroclites. Dans l'arrière-boutique, Céline découvrit un petit bureau en bois sculpté. Le tiroir central était fermé à clé, mais quelque chose lui disait que la clé de Bruno n'avait pas livré tous ses secrets. En effet, elle s'adaptait également à cette serrure. À l'intérieur, elle trouva une lettre inachevée de Jeanne, datée de la veille de sa mystérieuse disparition. « Mon cher ami », commençait la lettre, « le temps est venu de transmettre le flambeau. Le gardien a choisi sa nouvelle protégée, je le sens. Les signes sont là, comme ils l'étaient il y a tant d'années quand il est venu à moi. La maison doit continuer à être protégée, ses secrets préservés des regards indiscrets. Le miroir révélera la vérité quand le moment sera venu. » Alors qu'elle lisait ces mots, un bruit attira son attention. Dans un coin de la boutique, un petit coffre-fort mural, presque invisible sous la poussière, semblait l'appeler. Bruno, qui l'avait mystérieusement suivi jusqu'ici, s'assit devant, ses yeux verts brillant d'une lueur particulière. Le coffre contenait un journal relié en cuir, différent de celui trouvé dans la maison. Les pages étaient remplies de symboles similaires à ceux gravés dans les boiseries de sa maison. Certains passages étaient rédigés dans une langue que Céline ne comprenait pas, mais des mots en français apparaissaient ici et là, gardien, protecteur, passage, miroir. En feuilletant le journal, une photographie s'en échappa. Elle montrait Jeanne, plus jeune, tenant dans ses bras un chaton qu'elle venait visiblement de sauver. La scène était étrangement similaire à la façon dont Céline avait trouvé Bruno. Au dos de la photo, une inscription, « Le cycle continue, le gardien veille ». 1945. Les découvertes dans la boutique d'antiquités bouleversèrent profondément Céline. De retour chez elle, elle observa sa maison avec un regard nouveau, consciente que chaque recoin pouvait dissimuler d'autres indices sur le mystère qui l'entourait. Bruno, plus que jamais, semblait incarner le rôle du gardien mentionné dans les écrits de Jeanne. Un soir d'orage particulièrement viol, alors que la pluie battait contre les vitres et que le vent hurlait dans les branches, un événement extraordinaire se produisit. Céline était installée dans le salon, plongée dans la lecture du journal trouvé dans le coffre-fort, quand soudain, toutes les lumières vacillèrent. Bruno, qui somnolait près d'elle, se redressa brusquement, les oreilles dressées. Dans la pénombre, le chat se dirigea vers le grand miroir du couloir, celui-là même qu'il avait toujours évité. Cette fois-ci, pourtant, il s'assit devant, droit et solennel. Ses yeux verts brillaient d'une lueur surnaturelle, reflétés et amplifiés par la surface du miroir. Céline, fascinée, s'approcha doucement. Le reflet dans le miroir ne correspondait pas exactement à la réalité. Alors que Bruno était assis immobile, son reflet semblait bouger indépendamment, comme une image superposée. Dans le miroir, la silhouette féline se transformait subtilement, laissant apparaître par moments l'ombre d'autres chats, comme des échos du passé. Céline reconnut la forme du chat noir des photographies de Jeanne. « Tu es vraiment le gardien, n'est-ce pas ?» murmura Céline, sa voix à peine audible sous le grondement du tonnerre. En réponse, Bruno tourna vers elle ses yeux émeraudes, et pour la première fois, elle vit clairement l'ancienneté et la sagesse qui y brillaient. Ce n'était pas simplement un chat qu'elle avait sauvé ce jour-là sur la route, mais une entité protectrice, un gardien qui veillait sur la maison et ses habitants depuis des générations. Le miroir commença à vibrer doucement, émettant une lueur bleutée. Des images se formèrent dans sa surface, comme des souvenirs prenant vie. Céline vit Jeanne, jeune et rayonnante, accompagnée de son chat noir. Elle vit d'autres propriétaires avant elle, chacun accompagné d'une incarnation différente du gardien. Les scènes se succédaient,
montrant comment le gardien avait protégé la maison et ses habitants au fil des décennies. Une scène en particulier retint son attention, elle se vit elle-même, sur cette route de campagne, sauvant Bruno. Mais dans le miroir, la scène apparaissait différemment. Une aura lumineuse entourait le chaton, et une forme féline plus grande et plus ancienne semblait guider ses pas vers Céline. Ce n'était pas le hasard qui avait placé Bruno sur sa route, mais une volonté plus grande, un dessein mystérieux qui se perpétuait à travers les âges. Le journal de Jeanne prenait maintenant tout son sens. Les symboles gravés dans le bois de la maison, les disparitions nocturnes de Bruno, sa capacité à trouver des objets cachés depuis des décennies. Tout était lié à son rôle de gardien. Il n'était pas simplement là pour protéger la maison, mais pour maintenir un équilibre, une harmonie entre le monde visible et les mystères qui l'habitaient. Soudain, Bruno se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Avec une précision étonnante, il poussa de sa patte un livre particulier, déclenchant un mécanisme caché. Un panneau secret s'ouvrit dans le mur, révélant une petite pièce dont Céline ignorait l'existence. À l'intérieur, des étagères couvertes de grimoires anciens et d'objets mystérieux attendaient d'être découverts. Dans la pièce secrète, l'air était chargé d'une énergie particulière. Des vitrines en verre contenaient des objets mystérieux, des cristaux aux reflets changeants, des amulettes anciennes, et des parchemins couverts d'une écriture élégante. Sur un pupitre en bois sculpté reposait un grand livre relié de cuir, ses pages jaunies par le temps mais parfaitement préservées. Céline s'approcha du livre, guidée par Bruno qui s'était assis à côté du pupitre. En l'ouvrant, elle découvrit qu'il s'agissait d'une chronique détaillée de tous les gardiens qui s'étaient succédés dans la maison. Certaines entrées remontaient jusqu'au XVIIIe siècle, chacune racontant l'histoire d'un chat extraordinaire et de son protégé humain. Le gardien choisit celui ou celle dont le cœur est pur et l'âme bienveillante, disait l'une des premières pages. Il apparaît sous la forme la plus vulnérable, testant ainsi la compassion de l'élu. Le lien qui se crée alors transcende la simple relation entre un animal et son maître, c'est une alliance sacrée, une promesse de protection mutuelle. En lisant ces mots, Céline comprit pourquoi Bruno était apparu ce jour-là sous la forme d'un chaton mourant. Ce n'était pas un hasard si elle l'avait trouvé, il l'avait choisi, tout comme ses prédécesseurs avaient choisi Jeanne et les autres avant elle. Les changements physiques de Bruno, sa fourrure devenant noire et ses yeux verts, n'étaient que les signes extérieurs de sa véritable nature se révélant progressivement. Dans un coin de la pièce, un petit secrétaire attira son attention. Sur le plateau reposait une lettre, l'écriture de Jeanne immédiatement reconnaissable. Cette fois, la lettre était complète, contrairement à celle trouvée dans la boutique, à celle qui me succédera, si vous lisez ces mots, c'est que le gardien vous a choisi, comme il m'a choisi il y a tant d'années. Cette maison n'est pas simplement un lieu d'habitation, c'est un point de convergence, un endroit où la frontière entre le monde visible et invisible s'amincit. Le gardien est là pour maintenir l'équilibre, pour protéger les secrets qui ne doivent pas être révélés et guider ceux qui cherchent la lumière. J'ai veillé sur ces lieux pendant des décennies, accompagné de mon fidèle compagnon. Maintenant, c'est à vous que revient cette responsabilité. Le gardien vous guidera, comme il l'a toujours fait. Faites-lui confiance, car sa sagesse transcende le temps. Avec affection, Jeanne, Bruno sauta sur le secrétaire et posa délicatement sa patte sur la lettre. Ses yeux rencontrèrent ceux de Céline, et dans ce regard, elle vit toute la sagesse des âges, tout l'amour et la protection qu'il lui offrait. Cette maison était désormais leur sanctuaire à tous les deux, un lieu où la magie et la réalité se rencontraient. Les jours qui suivirent prirent un nouveau sens pour Céline. Chaque coin de la maison semblait vibrer d'une énergie nouvelle, ou plutôt d'une énergie ancienne qu'elle pouvait enfin percevoir. Bruno continuait ses rondes nocturnes, mais maintenant elle comprenait qu'il renforçait les protections mystiques de la maison, maintenant vivant un héritage séculaire. Les voisins remarquèrent un changement subtil dans l'atmosphère du quartier. La maison de Céline semblait rayonner d'une douce chaleur, accueillante pour les âmes bienveillantes, protectrice contre celles qui ne l'étaient pas. Et si quelqu'un passait devant la maison au crépuscule, il pouvait apercevoir deux silhouettes dans la fenêtre, une jeune femme et son chat noir aux yeux verts, veillant ensemble sur les secrets de Lyon. Astérisque fin de l'histoire astérisque chers auditeurs, j'espère que l'histoire de Céline et Bruno vous a transporté dans un monde où la magie et la réalité se confondent. Pour découvrir d'autres histoires mystérieuses qui explorent les liens profonds entre les êtres, nous avons préparé une liste de lecture spéciale. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons de nouvelles histoires qui explorent les mystères de la vie. Partagez vos propres histoires de rencontres extraordinaires dans les commentaires,
Qui sait, peut-être avez-vous aussi croisé la route d'un gardien,